salut, et bienvenue pour Film au Pif, spécial. Ah Pardon, désolé si je vous ai fait peur, mais c'était un peu le but. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif, un numéro hors série, donc ce soir, puisque j'ai décidé de vous faire un épisode spécial Halloween, puisqu'on est très bientôt à Halloween. Et donc, pour ce faire, je vais vous faire mon top 13 des films d'horreur complètement déjantés, ou en tout cas très très décalés, limite comédie d'horreur. Puisque là, le but va être de se concentrer sur des films dont les situations, voire même les effets gore poussés à outrance, suscitent le rire. Mais je vais quand même laisser de côté les séries de films comme par exemple les Scary Movie, puisque là on est carrément dans de la parodie. C'est même pas du tout censé faire peur, quoi, on va dire. Donc ces films-là, je les laisse de côté, pour me concentrer sur des vrais films d'horreur, mais qui sont quasiment comiques. Et il y en a un paquet. Alors, je ne vais pas non plus inclure dans ce classement des films comme par exemple la série des Creepshow, puisque là il s'agit plus de films à sketch, donc avec différents segments, dont en plus chaque segment sont réalisés par différents réalisateurs, un petit peu comme pouvait l'être la série des Contes de la Crypte, même si c'est tout à fait le ton recherché, mais je vais plutôt m'intéresser à des films dont l'histoire s'étale sur la totalité du film, avec un seul ou deux réalisateurs, mais qui collaborent ensemble sur tout le film. Et pour commencer ce classement, à la 13e position, j'ai mis Shaun of the Dead, un film de 2004, d'une durée de 1h40, réalisé par Edgar Wright, avec Simon Pegg dans le rôle principal. Alors Simon Pegg, vous le connaissez sûrement comme étant Scotty dans la trilogie des Star Trek de J.J. Abrams, donc qui est sorti il n'y a pas plus d'une dizaine d'années, et avec Nick Frost. Et ces trois-là sont à l'origine de la fameuse trilogie Cornetto, qui comprend aussi Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et là, on a affaire à une comédie d'horreur, même sûrement un peu trop proche de la parodie pour moi, c'est pour ça que je le mets en 13e position, parce que, à mon goût, ce film, il tient plus de la comédie, voire même de la comédie romantique, puisque là, on a affaire à un héros qui va chercher pendant tout le film à reconquérir son amoureuse, qu'il a perdue, parce que simplement, il fait un petit peu trop tout ce qu'il veut, il est toujours flanqué de son meilleur pote, assez débile, et puis un gros feignant, tout ça, assez sale, et tout, bref. Et donc elle en avait marre, elle l'a quitté parce qu'il n'a pas fait les efforts qu'elle lui a demandé. Et pendant tout le film, il va essayer de la reconquérir, de lui prouver qu'il est l'homme de sa vie, et de lui prouver que il est capable d'assurer, tout ça sur fond de film de zombies, quoi. Et à mon goût, c'est un peu trop parodique, parce que je trouve que les gags sont pas assez en rapport avec les situations horrifiques, mais c'est plus des gags, de simples gags comiques en fait, hein, avec cet humour très anglais, qui, à mon goût, frise la parodie, quoi. Alors, ce film est quand même très très fun et les gags sont assez drôles. Simplement, à mon goût, ils ne sont pas assez en rapport avec la situation horrifique de base, c'est-à-dire une invasion de zombies. Et c'est plus des gags, on va dire lambda, qu'on aurait pu trouver d'ailleurs dans une toute autre catégorie de films, simple comédie romantique de base, et pas tellement en rapport avec l'horreur, quoi, finalement. Hein. Donc c'est pour ça que je mets ce film à la 13e place, parce que niveau gore, à mon goût, il en manque. Même si sur la fin, ça devient un petit peu plus gore. Mais bon, sur la totalité du film, il en manque quand même. À la 12e place, j'ai mis Crazy Bear, peut-être le film le plus récent de ce classement, puisqu'il date que de 2023, qui dure 1h35 et qui est réalisé par Elizabeth Banks, qui auparavant était une actrice qu'on a pu voir notamment dans les Hunger Games, dans Spider-Man 2, ou même encore dans 40 ans toujours puceau, et qui là décide de passer derrière la caméra pour faire ses premières armes en tant que réalisatrice dans un film d'horreur, on va dire carrément fun quand même. Et dont le casting est plutôt étoffé, puisqu'on va retrouver notamment Ray Liotta, probablement dans son tout dernier rôle, puisque je crois même que le film est sorti après sa mort. Donc il est fort probable que ce soit le dernier film de Ray Liotta. Et on va aussi avoir Kerry Russell, par exemple, qui est une actrice qu'on voyait dans pas mal de séries pour les jeunes à la fin des années 90, ou même des films du genre The Faculty, par exemple, ou Urban Legend, ce genre-là, quoi. Et puis on va aussi avoir Alden Ehrenreich, je crois, qui jouait donc Han Solo, dans le film Solo, en fait, de Ron Howard, et qui malheureusement avait pas tellement plu ce film. Mais bon, là en l'occurrence, il se retrouve dans ce film-là, qui est plutôt au final un bon film, même si au départ on a l'impression comme ça, sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce film, c'est un gros nanar. Et puis très vite, on se rend compte que non, en fait, c'est un coup de génie. Ça commence comme un nanar, et puis au bout d'un moment, on est pris à rigoler des situations, et on trouve que d'un seul coup, ça devient fun, et on se dit, mais putain, mais jusqu'où ils vont aller? Et donc, je vais vous résumer l'histoire rapidement, puisqu'il s'agit tout simplement de l'histoire d'un ours qui tombe sur une cargaison de coco qui a été échappé d'un avion de trafiquants qui ont un petit peu perdu de la cargaison. Et puis cet ours va tomber là-dessus, il va en devenir totalement accro. Et en même temps, il va devenir totalement barjot. Ce qui fait que tous les gens qu'il va croiser vont passer un très très sale quart d'heure. Déjà qu'en règle générale, un ours, il vaut mieux pas croiser son chemin, mais alors là, un ours sous coco, je vous laisse imaginer le délire. Et je peux vous garantir qu'il est présent.
À la 11e place, j'ai décidé de mettre Undead, un film de 2003, d'une durée de 1h45 environ, réalisé par Michael et Peter Spierig, qui ont notamment réalisé un petit peu plus tard le film Prédestination avec Ethan Hawke, et quelques autres films que j'ai plus en mémoire, et dont le casting est essentiellement composé d'acteurs qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas beaucoup revus après, sinon dans les films des frères Spierig, donc on va pas perdre trop de temps avec le casting pour en arriver directement à l'histoire du film, qui alors là est un condensé de tout ce qui peut faire la racine du film d'horreur, puisqu'on va retrouver du zombie, de l'extraterrestre et du gore à outrance, tout ça dans des situations poussées à leur paroxysme, qui forcément vont susciter le rire à un moment donné. Je pense notamment à ce flic complètement taré qui arrête pas de balancer des insultes à tout bout de champ et d'hurler comme un fou. Au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce grand malade, et au final il devient un élément comique, tellement ils l'ont poussé très très loin ce personnage. Et puis tout, les gunfights, tout ça prend une telle forme qu'au bout d'un moment ça devient burlesque quelque part. Et donc on est bien dans la veine des films recherchés par ce classement. Et donc pour moi, Undead, je le conseille à beaucoup de gens. En plus, il a été réalisé avec un petit budget, un petit peu comme l'essence de ces films-là, les films des années 80, comme pouvait être Evil Dead et tout ça. Donc on est vraiment très très proche de ça. Même dans la musique, ils arrivent à rendre hommage aux Dents de la Mer, puisqu'il y a un thème qui rappelle fortement le thème des Dents de la Mer de John Williams. Je parle pas du thème principal avec les deux notes, mais ce petit thème qu'il y a quand on voit le village et que tout le monde est content et tout ça. Enfin bon, voilà, voyez ce film et vous allez voir ce que je veux dire. À la 10e place, j'ai mis Bienvenue à Zombieland, un film de 2009, d'une durée de 1h30 à peu près, réalisé par Ruben Fleischer. Et donc là, cette fois, le casting est quand même plutôt étoffé, puisqu'on va avoir pas mal de grands noms, à commencer par Woody Harrelson. Alors Woody Harrelson, c'est un acteur qu'on ne présente plus, puisqu'il a joué dans Tuernay, et puis on a pu le voir aussi dans 2012, où il jouait cette espèce d'illuminé avec les cheveux longs qui tenait un vlog radio, tout ça, pour prévenir les gens qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer sur la planète. Bien sûr, le genre de personnage que personne ne veut croire, mais qui au final avait raison. Et puis on a pu le voir aussi, notamment dans A Scanner Darkly, avec Keanu Reeves, ou encore Robert Downey Jr., qui d'ailleurs était aussi dans Tuernay. Et donc voilà pour Woody Harrelson. On va aussi avoir Emma Stone. Alors Emma Stone, c'est pareil, on la présente plus puisqu'elle a été multi-oscarisée. Je crois qu'elle a 2 Oscars pour La La Land, et puis je me souviens plus du titre du dernier. Enfin, elle a eu 2 Oscars. Et puis elle avait joué aussi Gwen Stacy dans Spider-Man version Andrew Garfield. Et puis elle a joué dans plein d'autres films, Emma Stone. Et puis on va avoir aussi Jesse Eisenberg, qu'on avait découvert dans The Social Network, et un super caméo de Bill Murray, qui joue son propre rôle dans ce film. Mais je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous niquer la surprise, parce que c'est un moment du film qui est quand même assez drôle. Et donc voilà, on a encore une fois une histoire de zombies, d'invasion de zombies. Alors là, on arrive plutôt, le film commence plutôt à un moment donné où les zombies sont quand même très très installés, il reste plus beaucoup d'êtres humains sur la planète en vie, et donc on va avoir un petit groupe de personnages complètement atypiques et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en plus, qui vont être obligés de se rassembler pour survivre tout simplement. Donc on va avoir le personnage de Woody Harrelson qui est on va dire un espèce de Texan, chapeau de cow-boy, tout machin et tout. On va avoir le personnage de Jesse Eisenberg qui est quand même plutôt un espèce de geek, qui en plus est fou amoureux du personnage d'Emma Stone, qui est, on peut dire, voilà, la nana un peu bimbo, qui même un peu féministe, qui essaie de prouver qu'elle n'a pas besoin des hommes pour s'en sortir. Et puis il y a une petite gamine qui va se joindre à eux, qui est peut-être aussi la plus déjantée du groupe. Donc là, je pense que c'est un film que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, parce que c'est quand même très très célèbre, Zombieland. Il y a même une suite, Retour à Zombieland, qui était un petit peu moins fun, parce que on n'a plus l'effet de surprise, à chaque fois c'est la même chose, mais quand même qui reste dans la même veine, même si c'est un peu poussif par moment. Mais en tout cas, le premier vaut vraiment le coup d'être vu. Si c'est pas fait, courez le voir. Je sais pas, vous pouvez sûrement le choper sur une plateforme de streaming ou un truc comme ça. C'est un film assez récent, il doit pas être trop encore planqué dans les tiroirs. Donc à mon avis, il y a moyen de le voir assez facilement. Et en tout cas, je pense que vous allez passer un bon moment. À la 9e place, j'ai mis le surprenant Des serpents dans l'avion, qui est un film de 2006, d'une durée de 1h45, et réalisé par David R. Ellis, qui est celui qui avait réalisé Destination Finale 2, probablement le Destination Finale le plus marquant de toute la saga. Parce qu'à mon avis, tous ceux qui l'ont vu voient de quoi je veux parler. Si je vous dis camion de bois, je pense que tout le monde a compris. Voilà. Et donc, on va avoir au casting, on va d'abord avoir l'excellent Samuel L. Jackson, que je vais pas vous présenter, parce que je pense que tout le monde connaît Samuel L. Jackson, on l'a tous au moins vu dans un, voire plusieurs films, c'est une obligation, il a joué dans tellement de choses que, voilà, on sait tout ce qu'il sait. On va aussi avoir Elsa Pataky. Alors Elsa Pataky, elle est essentiellement connue pour avoir été la nana de Michael Youn, et puis elle est partie aux États-Unis pour tenter de faire carrière là-bas, elle a même été la nana de Adrian Brody, et puis elle a joué notamment dans la saga des Fast and Furious. Alors je sais plus à partir de quel épisode,
épisode, mais elle joue cette fliquette là qui à un moment donné se met avec Dominique Toretto dans une période où Michel Rodriguez est censé être décédé. Donc c'est elle qui prend un petit peu la place dans le cœur de Dominique Toretto jusqu'à ce que Michel Rodriguez ressuscite. Voilà. Donc c'est elle, Elsa Pataky. Et donc on va avoir là un concept assez unique. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont dire mais comment tu peux mettre des serpents dans l'avion avant Zombieland? Simplement parce que Zombieland c'est un film de zombies. Donc les films de zombies, c'est pas comme ça on n'en avait jamais vu non plus, même si le film est excellent, mais bon voilà, on a un concept relativement courant quelque part. Alors que là, des serpents dans l'avion, le concept il est assez unique quand même. Et en plus, il est amené d'une manière plutôt crédible. C'est-à-dire que même si le film joue sur un certain décalage, ça reste quand même relativement crédible. Puisque on va avoir le personnage pratiquement principal, enfin non, c'est Samuel Jackson le personnage principal, mais on va avoir un deuxième personnage, on va dire, quasiment principal aussi, qui est le personnage d'un jeune, assez passionné de sport extrême, qui se rend à un moment donné dans une île, alors je saurais pas trop vous dire où c'est, je sais plus, un truc genre Cuba ou la Jamaïque, un truc comme ça, pour aller faire des road trips en moto dans la forêt tropicale, quoi, jusqu'au moment où il va tomber sur un gangster en train de tabasser un mec et de le massacrer comme ça. Donc il va se retrouver témoin de la scène et il va se faire un petit peu griller par le gangster et ses hommes, bien sûr, parce qu'il n'est pas tout seul le mec. Et il va miraculeusement réussir à s'en sortir quand même. Donc là, Samuel Jackson va entrer en jeu, puisqu'il s'agit d'un flic, je crois, du FBI, qui va être chargé de le retrouver et de le protéger pour le ramener jusqu'aux États-Unis afin de le faire simplement témoigner contre ce gangster. Puisque le gangster, on cherche à le faire tomber, il est un petit peu le roi carotte dans son monde. Et donc, pour ça, ils vont prendre un avion pour le rapatrier jusqu'aux États-Unis. Sauf que le gangster, il a déjà grillé l'avion et que ils savent très bien qu'ils vont prendre ce vol-là et ils vont réussir à faire rentrer dedans tout un tas de serpents hyper venimeux et hyper dangereux, en plus excités par des hormones et tout le machin, et qui à un moment donné vont se retrouver lâchés dans l'avion, en plein vol. Donc je vous laisse encore une fois imaginer le carnage, quoi. Voilà. Donc ça c'est le petit résumé vite fait de Des serpents dans l'avion, film que j'ai trouvé quand même assez fun, parce que en plus il y a une espèce de second degré qui est relativement présent tout le long du film, parce que le réalisateur a quand même conscience que son sujet est limite casse-gueule, mais bon, franchement voilà, pour moi c'est un bon film, quoi. À la 8e position, on va retrouver La main qui tue, un film de 1999, d'une durée à peu près de 1h30, réalisé par Rodman Flender, qui je crois avait réalisé Leprechaun 2 et la saga des Carnosaures. Donc pas ce qu'il y a de mieux en la matière, mais là, La main qui tue sort un petit peu du lot quand même, de ce qu'il a fait avant, et après d'ailleurs. Avec au casting quand même un petit peu de gens qu'on connaît, en tout cas qu'on connaissait pas à l'époque peut-être, mais que là, depuis on connaît très très bien, déjà parce qu'il va y avoir Devon Sawa. Alors Devon Sawa, c'est un acteur qu'on a pu voir dans le premier Destination Finale notamment, et qui avait aussi joué dans le clip de Eminem Stan, où il jouait plus ou moins le rôle d'Eminem, donc même décoloration des cheveux et tout ça, qui est un acteur d'ailleurs qu'on voit beaucoup moins depuis, mais bon, à ce moment-là, c'était un petit jeune qui commençait à bien percer quand même, et qu'on voyait pas mal. Et puis on va avoir la plus belle femme du monde, probablement, à mon goût en tout cas, c'est l'une des plus belles femmes du monde, qui est devenue une grande star depuis, même si on la voit un peu moins maintenant, forcément, elle a passé la quarantaine, donc voilà, puisqu'il s'agit de Jessica Alba, qui d'ailleurs, je crois, là, faisait ses premiers pas au cinéma, après avoir été une star à la télé, notamment dans la série Dark Angel. Et donc là, et puis elle avait même fait d'ailleurs la série Flipper avant, et donc là, elle fait ses premiers pas au cinéma, et des premiers pas qui sont vraiment très très charmants. Je vous avouerai que quand j'ai vu ce film, elle a pas mal contribué à ce que je l'aime beaucoup, parce qu'elle est très très charmante dans ce film. Néanmoins, le film reste quand même assez intéressant, même sans Jessica Alba, il aurait tout à fait été assez marquant quand même, puisque là, on va avoir affaire à un jeune homme, donc un ado, un peu branleur et tout ça, qui va se retrouver sous l'emprise d'un espèce de démon, mais qui va se loger dans sa main, donc un petit peu à la manière de Evil Dead 2, ça veut dire que c'est un petit peu le clin d'œil à Evil Dead 2, et qui fait qu'il y a un moment donné, il va être obligé de se couper la main, exactement comme dans Evil Dead 2, parce que sa main lui fait faire des trucs qu'il n'avait pas prévu de faire en fait, donc il va même d'ailleurs tuer ses potes. D'ailleurs dans ses potes il y a Seth Green qui avait joué le fils de, vous savez dans Austin Power, le docteur d'enfer, là il y a un moment donné il a un fils, c'est cet acteur là qui joue aussi donc dans La main qui tue, et donc le personnage de Devon Sawa va à un moment donné massacrer un petit peu ses potes, simplement parce que sa main, il la contrôle plus, quoi. Donc il va pas avoir le choix, il va falloir qu'il la coupe, et ensuite il va falloir qu'il la traque, parce que bien évidemment, un petit peu à l'image d'Evil Dead 2, elle va se faire la malle, et puis il va devoir la traquer.
Et il va y avoir aussi d'ailleurs le personnage de Vivica A. Fox, là, vous savez, celle qui avait joué dans Independence Day, la nana de Will Smith, et qu'on a pu voir aussi d'ailleurs dans, je crois, dans Kill Bill, puisqu'elle jouait, c'est elle qui fait le combat au couteau avec Uma Thurman à un moment donné. Donc c'est cette actrice-là, qui là, elle, va être une espèce d'envoyée de Dieu, qui est au courant qu'il y a un démon qui passe à travers, qui se balade un petit peu de main en main, on va dire, et donc il va traquer, elle aussi, la main d'Evan Sawa. Et donc ce film, c'est l'occasion d'avoir des situations bien déjantées. Donc vous imaginez bien la même situation que Evil Dead 2, sauf qu'on n'est pas dans une cabane au milieu des bois, mais on est dans un bled américain, et surtout dans un lycée, quoi. Donc avec plein de jeunes. Il y a même un moment donné où il y a le bal du lycée, là, il y a un concert de Offspring, donc le vrai groupe Offspring qui est sur scène, et qui va se faire agresser par la main. Enfin bref, je vous en dis pas plus, c'est vraiment un bon film, bien déjanté aussi, avec du bon humour, c'est pas mal gore, et franchement, on rigole bien. Donc moi je vous le conseille, si vous l'avez pas vu, La main qui tue, c'est un bon film, à mon goût. En septième position, j'ai décidé de vous parler du film Severance, film de 2006, d'une durée de environ 1h35, réalisé par Christopher Smith, et dont l'essentiel du casting est composé de Danny Dyer et de Laura Harris, qui sont, on va dire, les deux visages les plus connus du casting. Hein, parce qu'il y a quand même plein d'autres acteurs dans le film, bien entendu, ils ne sont pas que tous les deux, mais bon, les deux visages les plus connus, c'est ces deux-là. Et c'est un film dont j'espère vous parler à un moment donné, à titre unique, pour un film au pif unique, parce que clairement c'est un film que j'adore. Je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce film, vraiment j'ai accroché tout de suite, j'ai trouvé vachement bien. Le concept est quand même assez unique, puisque là on va suivre un groupe d'employés d'une multinationale qui s'appelle Palisade Défense, et qui est une boîte qui fabrique des armes en fait, et qui vend des armes un petit peu partout dans le monde. Et donc ils vont envoyer un petit groupe de leurs employés dans un séminaire, on va dire, vacances organisées par la boîte, de manière à approfondir les relations entre collègues et tout ça. Donc ils vont prendre un bus et traverser l'Europe pour se rendre en Europe de l'Est, je crois que c'est en Serbie ou un truc comme ça, où ils sont censés aller dans un hôtel où tout est organisé pour aller faire du paintball, enfin c'est un séminaire de paintball en gros. Sauf que bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Déjà, rien que le bus, il va avoir un méga accident et le chauffeur va se barrer et les laisser en plan. À partir de là, ils vont pas avoir d'autre choix que de se rendre jusqu'à l'hôtel à pied, sauf que bien entendu, ils vont se planter d'hôtel. Ils vont tomber sur un hôtel tout pourrave, même limite à l'abandon, et ils vont tomber sur des Serbes, planqués dans les bois. Et là, c'est parti, c'est steak haché parti, et voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais bon voilà, avec du bon humour, bien gore, du sang partout et des situations assez, on va dire, ouais, honnêtement, ça ne peut que susciter le rire parce que c'est souvent des combles en plus. C'est souvent les personnages, on va dire, ils meurent d'une manière, ils en ont parlé un petit peu plus tôt, puis pouf, ça leur arrive. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Et bon, je veux pas vous niquer le suspense ni rien du tout, mais franchement, ce film, il est vraiment, enfin moi, il m'a accroché, j'ai vachement aimé, et les situations sont quand même assez barrées, quoi. Donc je vous le conseille fortement. Severance de 2006. Donc je précise que ce film n'a absolument rien à voir avec la série Severance, une série actuelle, je crois qu'elle est même encore en cours, que je crois on peut voir sur Netflix ou sur Prime Video, je sais plus d'ailleurs, enfin une plateforme de streaming actuelle. Et donc ça n'a absolument rien à voir. Même si j'ai jamais vu la série et que je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je pense pouvoir dire que ces deux trucs n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. À la sixième place, j'ai mis l'excellent Piranha 3D, un film de 2010, d'une durée de 1h30 environ, réalisé par notre Frenchie Alexandre Aja. Alors, que vous connaissez sûrement, puisqu'il a réalisé, déjà en France, il a réalisé Haute Tension, qui est un film d'horreur qui est quand même déjà assez bien barré. Puis il a réalisé le remake de La Colline à des yeux, film dont l'original était déjà assez brutal, l'original de Wes Craven. Mais là, sa version à lui, je crois qu'elle va encore plus loin, et tous ceux qui l'ont vu ont été à la limite d'être traumatisés, quoi. Hein, donc, voilà. Plus récemment, il a réalisé aussi Crawl, qui est un film avec des crocodiles, tout ça, pendant une tempête, des crocodiles, etc. Et donc voilà pour le réalisateur. Et le casting est composé quand même, encore une fois, d'acteurs assez connus, puisqu'on va retrouver Elisabeth Shue dans le rôle principal. Alors, Elisabeth Shue, c'est celle qui jouait la copine de Marty McFly dans Retour vers le futur. Alors, 2 et 3, puisque dans le premier, c'était pas la même actrice, qui avait pas pu revenir pour les suites. Donc, c'est Elisabeth Shue qui avait repris ce rôle-là. Donc, c'est elle qui joue Jennifer dans Retour vers le futur 2 et le 3. Elle jouait aussi dans Cocktail avec Tom Cruise. Elisabeth Shue, elle a joué dans quand même beaucoup de films, notamment dans les années 80. Donc, voilà, on va pas s'éterniser sur elle. Hein. On va aussi avoir Ving Rhames qui jouait l'inénarrable Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, et qu'on avait aussi pu voir d'ailleurs dans certains des Missions Impossibles. Je vais pas vous dire lesquels parce que c'est pareil, il y en a 150 des Missions Impossibles, avec Tom Cruise toujours. Et donc voilà, on a Ving Rhames, on va aussi retrouver Christopher Lloyd, toujours de Retour vers le futur, puisqu'il s'agit de ni plus ni moins que de Doc. Il avait aussi joué d'ailleurs dans Roger Rabbit,
le juge, là, vous savez, enfin, bon, voilà, dans Roger Rabbit, c'était le juge, quoi. Et puis, on va avoir Jerry O'Connell, qu'on avait pu voir dans la série Sliders, Les Mondes Parallèles, dans les années 90, et qui avait aussi joué dans Scream, je crois que c'était dans le deuxième, et qui, là, dans ce film-là, est un personnage complètement déjanté, peut-être le plus déjanté de tout le film, et qui vraiment... pour moi, peut-être a eu son meilleur rôle dans ce film-là, parce qu'il est vraiment génial dans ce film-là. C'est d'ailleurs en partie beaucoup lui qui suscite le rire, pas que, hein, mais bon, il y est pour beaucoup. On va aussi avoir Richard Dreyfuss dans un caméo rapide au début du film où il reprend plus ou moins son rôle des Dents de la Mer. Donc c'est comme si le personnage des Dents de la Mer, on le retrouvait mais genre 30 ou 40 ans après, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, voilà. Donc t'as un petit clin d'œil aux Dents de la Mer, d'autant que c'est un film de piranha, donc bon, voilà, on va dire il a échappé aux requins, mais peut-être pas aux piranhas. Et donc, l'histoire du film, pour vous la faire courte, hein, je parle de l'histoire, bien entendu, eh bien c'est tout simplement dans un petit bled comme ça, un bled américain, qui possède un lac assez charmant où beaucoup de gens aiment se rendre, notamment au moment du spring break. Alors, le spring break, c'est un truc qu'on fait pas trop en France, nous, mais aux États-Unis, bah, c'est un truc qu'ils font. C'est-à-dire qu'avant de passer leurs examens, ils ont une période de break au niveau des études, qui leur permet d'aller se détendre et bon, on va dire qu'ils sont censés aussi quand même un petit peu plancher avant de passer leurs examens, ils sont censés réviser et tout ça, mais il y en a beaucoup qui en profitent pour aller faire les guignols, puisque c'est au moment du printemps, au moment où les beaux jours arrivent, au moment où tout le monde est un petit peu en émoi, et donc ils se rendent sur ce lac pour aller faire la fiesta, sauf que il va y avoir une secousse, une espèce de tremblement de terre qui va éventrer le fond du lac et qui va dévoiler une grotte qui était là depuis des lustres et des lustres, et dans laquelle se sont développés des piranhas, genre des piranhas qui sont là depuis la préhistoire, quoi. Donc des espèces de monstres gros comme ça, et qui ont franchement la dalle. Donc je vous laisse imaginer ce que ça va donner, quoi. Alexandre Aja, qui maîtrise le sujet des films d'horreur et qui est complètement conscient qu'il est en train de faire le remake d'un film culte des années 80, mais qu'il a quand même un potentiel comique assez fort, et il va pas se prendre au sérieux, et c'est ce qui fait certainement le charme de ce film, c'est qu'il se prend pas vraiment au sérieux, même si on pourrait dire qu'il est pas tout à fait au deuxième degré, il est au 1,5 degré, je sais pas comment on pourrait dire, mais il y a quand même des situations qui prêtent à sourire et même à se marrer carrément, il y a des moments, notamment via le personnage de Jerry O'Connell, hein, comme je vous ai dit, mais pas seulement, parce que les situations sont quand même assez rocambolesques et même burlesques carrément. Donc on se marre à pas mal de moments dans ce film, et je pense que c'est assez assumé. Et donc voilà, pour moi ce film-là, il rentre tout à fait dans la catégorie de ce classement, et c'est même une masterpiece, à mon goût. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à rentrer dans le très très lourd de ce classement, puisqu'on arrive au top 5, et que à la 5e place, déjà, on va trouver l'excellent Planète Terreur, un film de 2007, d'une durée de 1h45 environ, réalisé par Robert Rodriguez. Voilà, Robert Rodriguez qu'on ne présente plus, hein, je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup le présenter, puisque c'est un réalisateur qui a quand même fait pas mal de gros films, comme par exemple Desperado, Une nuit en enfer, The Faculty, ou encore Sin City, ou encore donc Planète Terreur, Machete, et plus dernièrement, il va avoir fait Alita Battle Angel. Donc vous voyez que Robert Rodriguez, c'est quand même aussi du lourd niveau réalisation, c'est pas n'importe qui. Et au niveau du casting, on va pas avoir n'importe qui non plus, puisqu'on va avoir pas mal de grosses vedettes, à commencer par Rose McGowan. Alors, certains vont dire, mais qui c'est celle-là, Rose McGowan, inconnue au bataillon? Et c'était une des sœurs Halliwell dans la série Charmed, une série culte des années 90, hein, avec Alyssa Milano, et puis, je sais plus, Shannon Doherty, enfin tout ça. C'est une histoire de sorcière, etc. Et puis Rose McGowan, c'est aussi elle qui est à l'origine du mouvement MeToo, puisque c'est la première en 2017 à avoir dénoncé les agissements de Harvey Weinstein, et donc à l'avoir fait plonger. Elle n'était pas la seule, mais c'est la première à l'avoir fait, et qui a réussi à libérer la parole de toutes ces femmes qui ont été manipulées par ce personnage, quoi, Harvey Weinstein. Et donc ils l'ont fait plonger. On va aussi avoir Bruce Willis, qui n'a pas un rôle de tout premier plan, mais qui est quand même assez présent dans le film. Donc on va avoir Bruce Willis, qui était encore à l'époque pleine capacité de ses moyens pour pouvoir tourner dans des films et faire des choix comme celui-là, hein, assez décalés. On va aussi avoir Josh Brolin, qui à ce moment-là n'était pas encore tout à fait revenu sur le devant de la scène, puisqu'il a fallu attendre qu'il joue dans les Marvel pour ça, mais c'était le début de son retour, hein, puisque c'est quand même un acteur qu'on voyait beaucoup dans les années 90, et puis surtout dans les années 80, puisqu'il avait joué le grand frère dans les Goonies, on s'en souvient tous, en tout cas toute ma génération s'en souvient, et donc là on va avoir Josh Brolin dans un rôle il est quand même assez taré, celui-là aussi. Enfin, de toute façon, dans ce film-là, tout le monde a un petit pet au casque. On va aussi retrouver Michael Biehn, Michael Biehn qui avait joué Kyle Reese dans le premier Terminator, et donc qui avait joué aussi dans Abyss et dans Aliens de James Cameron, souvent chez James Cameron d'ailleurs. On va aussi avoir, qui c'est qu'on a aussi encore dans ce film, on va aussi avoir Jeff Fahey, qui était un acteur qui avait joué dans le film Le Cobaye au début des années 90, un film qui était assez culte à l'époque, puisque c'était un des premiers à intégrer le monde virtuel dans son histoire, même si aujourd'hui ce film est très très daté au niveau visuel.
Bon, hein, en tout cas, ce film-là, à l'époque, avait pas mal marché, et Jeff Fahey en était l'acteur principal. Et puis, on va avoir aussi Tom Savini. Alors, Tom Savini, je pense que tous ceux qui connaissent un petit peu le monde du film d'horreur connaissent Tom Savini, puisque c'est avant tout un maître en effets spéciaux gore. Il avait notamment réalisé pas mal les effets gore sur les films de George Romero, hein, donc Zombie, Le Jour des Morts Vivants, enfin toute cette série de films de George Romero. Et donc c'est une légende dans le milieu des effets gore, quoi. Et il a aussi accessoirement souvent joué dans des films, il est même dans Une nuit en enfer, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc voilà, on va avoir tout ça au casting de ce film. Et bon bah voilà, c'est une histoire de zombies, encore une invasion de zombies, tout ça dû à un gaz. Alors cette fois-ci c'est dû à un projet militaire qui tourne mal, un espèce de gaz qui s'échappe dans un bled, voilà, il y avait une base secrète dans le bled, il y a un truc qui se passe mal, et puis bah voilà, ce gaz va s'échapper, et petit à petit tout le monde va se retrouver contaminé par ce gaz, et se transformer en zombies, quoi. Voilà, et donc la plupart des personnages, des protagonistes du film sont des gens du bled qui vont essayer de sauver leur peau, et voire essayer de s'échapper de ce bled. Voilà. Mais tout ça est fait de manière tout à fait déjantée, tout à fait décalée, avec énormément d'humour dans les situations au gore, encore une fois, et bah là, je veux dire, Robert Rodriguez a été extrêmement généreux sur les effets gore. Ce qu'il faut aussi savoir sur ce film, c'est qu'il fait partie d'un diptyque composé donc de Planète Terreur et de Boulevard de la Mort, réalisé par Quentin Tarantino, que j'aurais presque aussi pu mettre dans ce classement, mais pour moi, c'est pas vraiment un film d'horreur, Boulevard de la Mort. C'est plus un thriller, un film ouais, presque un slasher peut-être, mais c'est pas vraiment gore, quoi. Il y a quelques scènes comme ça, mais c'est pas hyper gore. Enfin, en tout cas, ça va beaucoup moins loin que Planète Terreur. Donc moi, je mets juste cette partie du diptyque. Mais normalement, c'est un truc qui s'appelait Grindhouse, qui était composé de ces deux films. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent, on voit aussi d'ailleurs Quentin Tarantino dans ce film, dans Planète Terreur, il a un rôle parce que bah ils ont collaboré tous les deux sur ces deux films et que donc Quentin Tarantino fait un petit caméo dans celui de Robert Rodriguez. À la quatrième place, je ne pouvais pas ne pas mettre Tucker and Dale Fight le Mal, qui est à mon avis un film qui est immédiatement devenu culte pour tous ceux qui l'ont vu. C'est un film de 2010, d'une durée de 1h30 à peu près, réalisé par Ellie Craig, et dont je ne vais pas vous citer les noms des acteurs au casting, parce que c'est des acteurs assez inconnus pour le coup, enfin peut-être qu'on connaît leur visage, mais là j'ai pas leur nom en tête. Mais en tout cas, ils sont tous très très bons dans ce film, et qui a un concept, encore une fois, assez unique pour le coup, puisqu'il va se jouer de tous les codes du film d'horreur, et notamment des films slashers, puisque là, on va retrouver, encore une fois, comme dans beaucoup de films, comme Massacre à la tronçonneuse et ce genre de films-là, une bande de jeunes qui partent à la campagne, qui vont s'arrêter dans une station essence pour faire le plein et acheter quelques bières et des choses comme ça. Là-dessus, ils vont tomber sur deux personnages, on va dire des bouseux, hein, des gens du coin, hein, enfin, vraiment, ils sont crades sur eux, ils font presque flipper rien que par leur apparence, donc on se dit oulala, où est-ce qu'on a atterri? Donc forcément la bande de jeunes, vous comprenez qu'ils sont déjà un petit peu en flip, sauf que c'est là que le film va se démarquer de tout ce genre de film là, puisqu'il va prendre à contre-pied tous les clichés habituels, puisque là, là où on pensait que ces deux gars-là, ils allaient massacrer tous les jeunes, on va se rendre compte qu'en fait les jeunes, partant du principe que ces deux mecs-là sont des tueurs en série et qui veulent leur faire la peau, ils vont eux-mêmes se mettre en danger au final, et ça va partir en cacahuète totale. Ça va commencer par lors d'un soir où ils sont au bord d'un petit lac comme ça, où il y a une ou deux qui veulent aller se baigner. C'est un lac sur lequel vont se retrouver Tucker and Dale, donc les deux personnages dont je vous parlais, qui sont en train de pêcher dans leur petite barque tranquille, et une de ces nanas va avoir l'impression qu'ils sont en train de les mater, elle va glisser du rocher sur lequel elle est, et elle va se cogner la tête. Donc Tucker and Dale, partant d'un élan de générosité, vont essayer d'aller la sauver, donc ils vont la récupérer, la remonter sur leur bateau, et ils vont se faire voir par le reste du groupe de jeunes qui vont immédiatement penser qu'ils veulent l'enlever. Et donc, à partir de là, ils vont essayer de se mettre en tête d'aller la retrouver, de retrouver ces deux gars pour aller sauver leur copine, sauf qu'il va se passer tellement de trucs complètement pétés de la tête que on est obligé de rire dans ce film, puisque en fait, ils vont tout doucement s'éliminer les uns après les autres eux-mêmes, en essayant de contrer Tucker and Dale, qui pour le coup, eux, n'ont rien à voir avec des tueurs en série, ils sont juste là, ils ont acheté une cabane dans les bois, ils sont là pour venir passer des vacances, pêcher, tout ça, entre potes, et puis il y a cette bande de jeunes qui ont l'air complètement tarés, et qui commencent à tous mourir les uns après les autres autour de eux, alors que eux, ils font rien pour ça en fin de compte, ils essayent même plutôt de l'éviter, mais ça se retourne contre les jeunes en fin de compte, et bon, je vous en dis pas plus, parce qu'il faut vraiment voir ce film, les situations sont complètement pétées de la tête. Enfin, je l'ai déjà dit, mais voilà, ce film-là, franchement, c'est une vraie pépite. Il méritait d'être au moins dans le top 5 de ce classement. Je pouvais pas le mettre plus haut parce que vous allez voir qu'après, il y a du très très lourd, hein, c'est les références en la matière quelque part. Mais là, vraiment, ouais, Tucker and Dale, pour moi, il fait partie des tout meilleurs. Pour résumer, film que je qualifierais de intelligemment débile. Débilement intelligent.
Enfin, vous le prenez dans le sens où vous voulez, mais bon, enfin, il est volontairement débile, réalisé de manière très intelligente. À la troisième place, un film devenu ultra culte, encore réalisé par Robert Rodriguez, puisqu'il s'agit de Une nuit en enfer, un film de 1996 et d'une durée environ de 1h50. Et dans lequel on va encore une fois retrouver un casting 4 étoiles, puisqu'on va avoir déjà dans le rôle principal Georges Clooney, qui passait fraîchement du succès de sa série télévisée Urgence, dans lequel il avait cartonné, pour faire ses premières armes au cinéma, avec des films comme Une nuit en enfer, ou même je crois qu'il avait fait aussi Hors d'atteinte avec Jennifer Lopez. Et puis on va avoir Quentin Tarantino, qui avait en plus collaboré à l'écriture du scénario avec Robert Rodriguez. Donc on a affaire là à leur toute première collaboration, et ce sera pas la dernière, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux-là, à chaque fois qu'ils font un truc ensemble, c'est pour s'éclater. Ils ont à peu près les mêmes références cinématographiques, et donc ils arrivent à faire quelque chose de génial à chaque fois, même si indépendamment, chacun a aussi sa carrière assez géniale, hein, faut le dire. Je pense que la plupart du temps, dans les deux cas, ils ont quand même pas mal réussi leur coup, mais quand ils sont tous les deux, c'est l'éclate totale. On va aussi avoir Harvey Keitel. Alors Harvey Keitel, c'est pareil, hein, c'est une grosse pointure du cinéma, c'est un équivalent à Robert De Niro ou à Al Pacino. On avait pu le voir notamment dans Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, le premier film de Quentin Tarantino. Il avait aussi joué dans Pulp Fiction d'ailleurs, hein, puisqu'il jouait Winston Wolfe, hein, celui qui règle les problèmes. Donc voilà, bon, Harvey Keitel, une grosse pointure. Et puis on va avoir Juliette Lewis, qui elle aussi était quand même pas mal connue pour ce type de rôle, de ce type de film-là, puisqu'elle avait joué aux côtés de Woody Harrelson dans Tueur Né. C'était la copine de Woody Harrelson dans Tueur Né. Et puis elle a fait quand même aussi pas mal de films dans cette veine-là. Donc Juliette Lewis, c'est une habituée des films assez barrés de la tête. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, on va encore une fois retrouver Tom Savini au casting, qui va jouer un petit rôle, celui de Sex Machine. Et Tom Savini qui donc s'est occupé de tous les effets pratiques gore sur le plateau de tournage. Et donc tous les effets dégueulasses qu'on peut voir dans ce film, c'est à lui qu'on les doit, comme dans beaucoup d'autres films. On va donc avoir un film complètement déjanté, puisque on va dire la première moitié du film, c'est du pur Tarantino, puisqu'on va suivre deux frangins qui sont des braqueurs, des truands, gangsters, tout ça, qui se sont échappés. C'est-à-dire que Georges Clooney, je crois, a été en prison. Son petit frère, joué par Quentin Tarantino, a réussi à le faire échapper, évader de la prison. Et puis ils sont en fuite. Et ils essayent de gagner le Mexique pour aller se planquer au Mexique et puis se la couler douce, quoi, en gros. Hein. Voilà l'idée du film. Donc pour ça, ils vont prendre en otage une petite famille bien tranquille, jouée par notamment Harvey Keitel et Juliette Lewis, et puis un autre gars qui joue le petit frère, Harvey Keitel, qui lui dans le film est un pasteur, qui conduit un gros camping-car et qui a avec lui sa fille et son fils, et qui ont décidé eux aussi de parcourir un petit peu du pays pour se payer des vacances, quoi. Sauf que ils vont s'arrêter dans un motel dans lequel se trouve bien entendu les deux frangins gangsters, hein, c'est-à-dire Georges Clooney et Quentin Tarantino, qui vont repérer le camping-car et qui vont les prendre en otage et les obliger à passer la frontière. Donc jusqu'ici, on est dans du Tarantino pur jus, quoi. Sauf qu'une fois qu'ils passent la frontière, ils vont décider de s'arrêter dans un bar, puisque Georges Clooney a rendez-vous avec un autre gars qui doit lui procurer des faux papiers et tout ça au petit matin. Donc ils ont décidé d'aller passer la nuit dans un bar, qui s'appelle le Titi Twister, un bar déjà qui porte bien son nom, hein, je vous fais pas de dessin, et dans lequel, au bout d'un moment, il va se passer un truc de dingo, c'est que tout le monde va se transformer en gros vampire bien dégueulasse. Et là, c'est le carnage absolu. Donc, d'un seul coup, le film vrille et passe d'un film, on va dire, d'un thriller de gangster à un gros film d'horreur bien dégueu et bien déjanté, dans lequel les situations sont bien tarées aussi, et que donc forcément, encore une fois, il a sa place dans ce classement parce que on est dans de la rigolade, quoi. Hein. C'est-à-dire que clairement, ils savent très bien que c'est pas du crédible, et donc ils s'amusent avec tout ça, et ils nous font un film de vampire, peut-être le film de vampire absolu d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est, en général, les vampires, dans le milieu du cinéma d'horreur, c'est un peu plat comme méchant, mais là, franchement, celui-là, il envoie du lourd, quoi. Alors je sais qu'il y avait eu 30 jours de nuit dans le genre, avec des vampires qui étaient vraiment pas mal aussi, mais c'était assez sérieux. Là, celui-là, on peut pas le prendre au sérieux, c'est pas possible. On est obligé de se marrer à un moment donné. À la deuxième place, c'était obligé, un film ultra culte, encore plus qu'Une nuit en enfer. J'étais obligé de le mettre à la deuxième position puisqu'il s'agit de Branded. Putain, quand je l'ai dit. Il s'agit de Branded, un film de 1992, d'une durée de 1h25, réalisé par Peter Jackson. Et donc là, on a quand même affaire à le très gros morceau, presque, puisque c'est ni plus ni moins que le film le plus gore de tous les temps. Hein. Je crois même qu'il a encore ce record, qu'il détient encore ce record, parce que là, le sang pleut par hectolitre. Hein. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas regardé à la dépense niveau sang. Peter Jackson, il a dit, je fais le film d'horreur ultime. D'ailleurs, après ce film-là, il a un petit peu laissé tomber le registre pour passer à des films toujours dans la veine du fantastique, mais un peu moins dégueulasse, puisque là, je pense que clairement, on pouvait difficilement faire mieux. Hein. Là, on a quand même affaire au film d'horreur ultime.
Et donc, je vais pas vous citer le casting parce que c'est des visages qu'on connaît, parce que quand on a vu le film, on les connaît, mais sinon, c'est pas des acteurs très connus, hein, c'est des acteurs néo-zélandais. Je crois que l'actrice, elle est espagnole, elle, mais bon, dans l'ensemble, on les a pas trop revus non plus après. Néanmoins, dans ce film-là, ça marche très très bien. Tous les acteurs sont très très bons, simplement parce que déjà Peter Jackson est très très bon et qu'il arrive à les mettre en scène de manière magistrale. Et donc, il nous fait un film carrément génial. Même si, encore une fois, quand le film commence, on peut avoir une impression qu'on met les pieds dans un gros nanar. Simplement, c'est dû au budget du film, hein, qui n'était pas super important, même si, je l'ai dit dans la vidéo sur Bad Taste, là, il commence déjà à avoir un budget un peu plus conséquent, parce que Bad Taste, il a fait avec 3 bouts de ficelle. Là, il a un petit budget, mais il n'est pas énorme non plus, ce qui fait que il a dû clairement faire marcher sa tête pour trouver de très très bonnes idées, certainement très inspiré par Sam Raimi, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de cadrages qui nous rappellent aussi un petit peu Sam Raimi, mais Peter Jackson trouve sa touche personnelle et nous livre le film le plus gore de tous les temps, un film de zombies, une invasion de zombies. Alors cette fois-ci, c'est dû à un singe rat qui a été ramené de Madagascar et qui porte en lui une contamination. En fait, lorsqu'il va griffer ou mordre une personne, cette personne va se transformer en zombie. Et puis, bien sûr, elle, après, à chaque fois qu'elle va mordre d'autres personnes, ils vont se transformer en zombies et ainsi de suite. Mais là, le film est réalisé de telle manière, de par les cadrages de Peter Jackson, de par les situations, encore une fois, on est dans l'humour, très très gore, dans l'humour très très noir, et on peut pas, déjà on peut pas flipper, c'est pas possible parce que le film est trop drôle pour être flippant. Mais voilà, franchement, on passe un très très bon moment. Alors, moi, je pense que la plupart des gens qui ont vu ce film se sont tous marrés. Il y a un moment donné, ils ont tous dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais qu'est-ce qu'il a pris le réalisateur? C'est obligé, on se demande ce que le réalisateur a pris. Mais non, quand on le connaît bien, c'est Peter Jackson, il est comme ça. Et puis, il nous fait un très très bon film qui est devenu, je pense aussi, immédiatement culte et qui le restera encore pour un certain nombre d'années. À mon avis, ce film est ineffaçable. Voilà le genre de film dont on peut pas faire un remake, par exemple. Et enfin, à la première place de ce classement, encore plus culte, oui, c'est possible, puisqu'il va s'agir de Evil Dead 2. Alors, j'ai décidé de mettre le 2, parce que il est complètement déjanté, le 2. Le premier se voulait encore un petit peu film d'horreur sérieux, même si le micro-budget permettait pas vraiment qu'on y croit, surtout sur la fin du film, on n'y croit plus trop, parce que les effets sont vraiment, ça pique quand même pas mal les yeux. Et du coup, sur le 2, on va dire, Sam Raimi s'auto-parodie presque, puisqu'il nous refait quasiment le premier, dans une autre version, une version qui est complètement déjantée, je vois pas d'autres mots, là on y est vraiment, on est dans le truc complètement déjanté, avec un Bruce Campbell, mais qui est au sommet au sommet de ce qu'il pouvait faire, même s'il est même encore meilleur dans le troisième, mais le troisième film est moins horreur. On est plus dans la comédie fantastique que dans la comédie horreur. Il y a un peu de gore, bien sûr, mais là, ça devient même plus crédible dans le troisième. C'est vraiment de la pure gaudriole. Alors que le deuxième, ça reste encore un film bien gore, bien dégueulasse, et avec des situations poussées tellement à l'extrême, que voilà, encore une fois, ça devient comique, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé de rire de ce qui se passe parce que on peut pas faire autrement, quoi. Où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça? Où est-ce que Sam Raimi est allé chercher toutes ces idées pour remixer son propre film? Même si déjà dans le premier il y avait pas mal d'idées, là il a poussé le curseur encore plus loin pour nous amener à c'est-à-dire à la situation ultime, qu'est-ce que je peux imaginer de plus? Il a trouvé quoi, et franchement, Evil Dead 2, c'est la référence absolue en matière de films d'horreur décalés. À mon goût, en tout cas, voilà, on a tout. Donc pour vous la faire courte, je pense que vous connaissez l'histoire. En tout cas, ceux qui l'ont vu, je pense que tout le monde connaît l'histoire, même peut-être ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs. Evil Dead 2, c'est l'histoire de Ash qui se rend avec sa petite amie dans une cabane au fond des bois, cabane qu'ils ont louée pour le week-end, et dans laquelle il va trouver, dans la cave de la cabane, il va trouver un magnétophone à l'ancienne, qui va pas pouvoir s'empêcher de lire, avec à côté un vieux grimoire, sur lequel sont inscrits des espèces d'incantations, tout ça en lettres de sang. En plus, c'est fait avec du sang. La relure du livre est faite en peau humaine. Et quand il va démarrer le magnétophone, les incantations vont être lues à haute voix et elles vont réveiller dans la forêt des démons qui vont leur faire une vie impossible. Déjà, ils vont s'emparer de sa petite amie, enfin de l'âme de sa petite amie, qui va commencer à devenir complètement tarée. Il va être obligé de la tuer, il n'y a pas d'autre mot, il va être obligé de massacrer sa petite amie pour sauver sa propre peau. Et puis, pendant tout un moment, il va lutter tout seul dans les bois contre des démons qui lui en veulent personnellement, puisque c'est lui qui les a réveillés. C'est donc dans ce film qu'on va retrouver la fameuse scène culte où le démon se loge dans la main de Ash et qui va pas avoir d'autre choix que de choper une tronçonneuse pour s'auto-couper la main, parce que il maîtrise plus sa main et que donc pendant tout un moment, il va la traquer dans la cabane pour essayer d'éliminer sa propre main, en fait. Donc je vous en parlais un petit peu plus tôt dans La main qui tue, puisque je pense que toute l'idée du film La main qui tue vient de cette scène de Evil Dead 2,
franchement, ben voilà, c'était une idée qu'il fallait trouver parce que ben voilà, c'est une idée complètement déjantée. Bruce Campbell dans cette scène-là, il est génial. C'est-à-dire que ben, je pense que pour moi, en fait, quand j'ai vu ce film-là et puis Evil Dead 3, je me suis dit, il aurait été génial dans The Mask, par exemple. Même si j'adore Jim Carrey et que je trouve qu'il est génial dans The Mask, je pense que Bruce Campbell, il aurait fait un excellent Stanley Kiss et un excellent The Mask. Voilà. Bon, et c'est pas le cas, malheureusement. Alors, bien sûr, Bruce Campbell ne va pas être tout seul tout le long du film, puisque bien évidemment, à un moment donné, il va être rejoint par un autre petit groupe de gens, constitué de la fille du savant à qui appartient le chalet, hein, puisque le chalet appartenait à un vieil archéologue, un savant archéologue, qui était celui qui avait trouvé le vieux grimoire, donc le Necronomicon, hein, le livre des morts, et sa fille était partie ailleurs dans le monde pour trouver des pages manquantes du Necronomicon, qu'elle a retrouvées, et donc elle se rend au chalet pour retrouver son père et lui donner les pages manquantes du Necronomicon. Sauf que quand elle va arriver, elle va se rendre compte que déjà son père n'est plus, sa mère probablement non plus, je vous en dis pas plus, mais il se pourrait que sa mère soit pas complètement morte, et à la place, elle va trouver un Bruce Campbell complètement hirsute, complètement devenu à moitié fou, qui en plus a une main en moins, du sang partout et une hache à la main, donc il porte bien son nom, hache, hein. Et puis elle va pas avoir d'autre choix que de faire en sorte de neutraliser ce type, parce qu'au premier abord, ça a quand même l'air d'être un gros taré qui est venu tuer ses parents. Sauf que c'est pas du tout le cas, et ils vont vite s'en rendre compte, puisque en fin de compte, c'est les démons, et les démons vont s'emparer de tout le petit groupe, les uns après les autres, et ils vont pas avoir d'autre choix que de les découper en morceaux avec la hache, quoi. Mais bon, je vous passe les détails. Je pense que tous ceux qui ont vu ce film, ils n'ont pas besoin que je leur raconte, et tous ceux qui l'ont pas vu, il vaut mieux qu'ils le voient eux-mêmes. Parce que très honnêtement, là, on a une méga référence en matière de film d'horreur complètement déjanté, quoi. Donc nous voilà arrivés au bout de ce top 13 spécial film décalé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez à peu près d'accord avec mon classement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre classement à vous. Peut-être qu'il y aura des films que j'ai mis que vous ne mettriez pas, peut-être qu'il y en a d'autres que vous mettriez, comme peut-être, je sais pas, par exemple les Chucky. Beaucoup aiment bien les Chucky aussi pour son humour un peu décalé, même si pour moi, Chucky c'est quand même plus un vrai film d'horreur, on est moins dans la comédie d'horreur. Un petit peu, mais pas plus que ça. Il peut y avoir aussi des films comme Le Dentiste, ou Docteur Rictus, ou même peut-être Freddy, que moi j'ai pas mis, parce que pour moi tout ça, ça correspond quand même plus à des vrais films d'horreur. On n'est pas dans de la comédie d'horreur, c'est pas recherché, enfin, l'humour est présent, mais voilà, c'est pas le même, pour moi c'est pas le même registre de film quand même. Donc voilà. Mon classement à moi, c'est celui-là. Alors, vous serez d'accord ou vous serez pas d'accord. Vous me le dites dans les commentaires. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, bien sûr. Hein, donc, liker, c'est pareil. Si vous aimez le contenu de la chaîne en général, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, histoire de l'aider à se faire connaître et de l'aider à grandir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être mis au courant de toutes les futures vidéos qui vont sortir. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Halloween. Quoique je sais pas si on peut dire joyeux Halloween en fait. Je sais pas trop ce qu'il faut dire Halloween. En tout cas, bon Halloween, et à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!